Bonjour, chronique jeux de rôle et Lovecrafterie aujourd'hui, puisque je vais parler de la pierre onirique, supplément pour l'appel de Cthulhu, le contenu exclusif du financement de l'édition Prestige des Contrées du Rêve. Donc voilà, c'est un supplément un peu particulier de ce point de vue. C'est la traduction d'un scénario intitulé The Dreaming Stone. C'est donc paru chez Sans Détour en 2017, mais le scénario original daté de 1997, et ça fait 80 pages. Et voilà, j'en arrive aujourd'hui, après Les Contrées du Rêve, Kingsport, la Cité des Brumes, Le Sens de l'Escamoteur et Murmure par-delà les songes, à la cinquième et dernière chronique en rapport avec le financement participatif de l'édition Prestige des Contrées du Rêve pour la septième édition de l'Appel de Cthulhu chez Sans Détour. Il y a encore du matériel en su, en forme de goodies plus ou moins gadgetoïdes, mais le plus souvent très beau et très appréciable. Mais je peux difficilement en dire davantage ici. L'aventure s'achèvera donc avec La Pierre onirique, une campagne se passant presque intégralement dans les contrées, écrite par Kevin Ross et publiée originellement en 1997. Elle fut semble-t-il longtemps la seule campagne de ce type pour l'Appel de Cthulhu, même si depuis et partie intégrante de ce crowdfunding, il y a eu au moins Le Sens de l'Escamoteur pour explorer davantage cette matière bien rare, et le passage des années se fait ici sentir, car sur une base assez proche, les développements sont finalement tout autres. À la différence des 4 autres titres précédemment traités, La Pierre onirique n'est pas disponible à la vente seule. C'est un contenu exclusif de l'édition Prestige des Contrées du Rêve, ce qui se traduit notamment par son absence de numérotation au dos. Mais je suppose que c'est aussi ce qui justifie quelque chose d'un peu mesquin. C'est le seul des 5 livres du Trouvaille de Corbeau à ne pas être relié en dur. Bon, pas grave, mais un peu dommage. Par ailleurs, tant qu'on en est aux considérations matérielles, il faut relever que la taille n'est pas forcément très révélatrice. Le bouquin fait 80 pages, une soixantaine si on enlève les annexes, et c'est donc le plus court des 5 en termes de pagination, très nettement. Pour autant, la campagne n'est pas forcément brève. Elle est d'une taille standard, qui vaut bien par exemple Le Sens de l'Escamoteur, et pourrait même aller au-delà. Il faut dire que le contenu est très dense, d'autant sans doute que, autre bizarrerie, l'éditeur a ici déclaré la guerre au saut de page. Tout le texte est présenté en continu, les différents épisodes ou scénarios de la campagne, ne se voyant pas distingués matériellement au-delà du sommaire. On aurait un seul très gros chapitre. Ce que je retrouve un peu mesquin. Cela n'a sans doute encore rien de dramatique, mais cela n'aide pas à s'y repérer et à naviguer aisément entre les divers éléments utiles, a fortiori sur le vif. Par contre, de manière plus positive, les illustrations sont assez nombreuses et généralement assez chouettes, notamment celles renvoyant au bestiaire, assez développées. Et les aides de jeu, tout spécialement en fin de volume, où elles sont en pleine page, sont très belles et incomparablement plus lisibles que ce à quoi nous avait habitués Sans Détour avec la V6 de l'Appel de Cthulhu. J'espère et suppose que l'éditeur poursuivra sur cette lancée, c'est très appréciable. La Pierre onirique est donc une campagne qui se passe presque intégralement dans les contrées du rêve. Presque, car il y a un prologue et un épilogue dans le monde de l'éveil. Par contre, entre les deux, il n'y a pas de possibilité de retour, même très temporaire, un trait semble-t-il commun à ce genre de scénario. Dès lors, nulle surprise à cet égard, mais disons-le au cas où pour les éventuels lecteurs novices, l'aventure qui nous est ici proposée n'a peu ou prou rien à voir avec votre séance classique de l'Appel de Cthulhu. Les investigateurs deviennent des aventuriers, et l'Amérique des années 20 cède la place à un univers de fantaisie coloré, bigarré, ouvertement surnaturel, et peut-être plus propice aux rencontres mouvementées avec des créatures à passer au fil de l'épée. Votre calibre 38 ne fera pas le voyage, lui. Cependant, nous commençons bien dans le monde de l'éveil, où les investigateurs sont des occultistes qui ont régulièrement eu maille à partir avec un rival du nom de Byron Humphrey. Celui-ci toutefois semble désireux, mais pourquoi, d'enterrer la hache de guerre, et requiert l'aide des PJ concernant une étrange pierre sur laquelle il a tout récemment mis la main, un artefact dont il ne doute pas qu'il a des propriétés occultes d'importance. Certes, cette pierre onirique est une émanation de Nyarlathotep, le chaos rampant, une sorte de piège, autant le dire, attirant ses victimes dans les contrées du rêve pour y emprisonner leur âme. Et le piège se met en place qui expédie d'abord Byron Humphrey et la pierre onirique elle-même dans les contrées, puis les investigateurs qui n'ont guère d'autre choix s'ils entendent revenir un jour sur Terre que de se lancer sur la piste de leur rival et de son curieux artefact. Par chance pour nos héros, la piste de Byron Humphrey n'est guère difficile à suivre. L'arrogance cultivée du bonhomme fait qu'il ne passe pas inaperçu, et il se trouvera toujours un aimable citoyen des contrées pour indiquer la direction prise par le zouave. L'occasion de pérégrination dans les contrées qui couvre une vingtaine de pages assez denses, de la caverne de la flamme aux terres interdites, en passant par le bois enchanté, le fleuve Oukranos et la terrible malédiction de son dieu, ou encore la jungle de Clède et l'Anit. C'est un monde fascinant et riche, très coloré, abondant en opportunités de rencontres et d'aventures.
L'ensemble se coule tout naturellement dans un mode de fantasy probablement pas inconnu des joueurs de manière générale, mais affiche cependant la singularité de l'univers onirique Lovecraftien qui, pour être intéressant, doit justement s'émanciper de ce canon global largement postérieur. Kevin Ross connaît ces contrées et multiplie les scénettes qui en témoignent. Il déploie beaucoup d'efforts en ce sens. Mais, du coup, ces pérégrinations sont dirigées. Il s'agit de suivre la double trace de Byron Humphrey et de la pierre onirique, et l'on sait toujours très facilement où il faut se rendre. La densité du scénario peut tout d'abord donner l'impression de multiples rebondissements qui devraient être savoureux en tant que tels, mais ça ne prend pas. Passé ce mince et fragile vernis, les joueurs n'ont tout simplement aucune prise sur l'aventure à ce stade, et enchaînent mollement les rencontres qui sont finalement souvent autant de diversions imposées. L'abus des tables de rencontre, j'y reviendrai, en est peut-être le plus triste témoignage. Concernant ce dirigisme très marqué, la donne change un peu tout de même quand on en arrive au cœur de la campagne, après quoi il y aura de nouvelles pérégrinations de retour dans les contrées sur un mode assez proche de celui qui précède, à ceci près que les rôles seront alors inversés. Cette fois, ce sont les PJ qui seront poursuivis. Et ce cœur, c'est donc un voyage sur la Lune où un suppôt de Nyarlathotep du nom de Vredni Vorastor, plus connu sous le sobriquet de l'homme dans la Lune, vit dans un incroyable palais avec Byron Humphrey pour invité, et sans doute aussi à terme les investigateurs eux-mêmes, en attendant que son boss Nyarlathotep fasse la tournée de sa succursale lunaire pour bouffer les âmes de tout ce joli monde. Se rendre sur la Lune n'a rien d'évident, même si quelques pistes sont clairement soulignées dans le bouquin, impliquant une galère noire des hommes de Leng avec un capitaine veule et répugnant, et éventuellement des compagnons de route pour la baston. Ici, exceptionnellement, les PJ ont toutefois un minimum de choix. Par ailleurs, à condition de bien travailler l'ambiance, le voyage spatial et onirique pourrait susciter quelques beaux moments. Sur la Lune, le palais est abondamment détaillé avec un plan adéquat et nombre de développements sur ses habitants, entités singulières comme Vredni Vorastor et sa très très glauque promise Lucerna, ou sous-fifre générique au service de l'homme dans la Lune. Il y a ici une ambiance de non-sens morbide qui pourrait évoquer un Lewis Carroll ayant rejoint le côté obscur du miroir. Je suppose qu'il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce que la pierre onirique, sous cet angle, m'ait à plusieurs reprises rappelé un bouquin de jeu de rôle bien plus récent, le fascinant et injouable me concernant A Red and Pleasant Land pour Lamentations of the Flame Princess. Toutefois, le temps presse. Nyarli arrive, il faut s'être barré avant qu'il ne sonne à la porte. C'est le moment clé de la campagne où les PJ doivent organiser l'évasion de Byron Humphrey et la leur, sans oublier de prendre au passage la pierre onirique. Et tant qu'à faire, le bidule à ramener au dieu Ukranos pour éviter de faire les frais de sa colère, si les joueurs y pensent encore. Dès lors, nouveau lien avec Red and Pleasant Land, le palais fantastique de l'homme dans la Lune ressemble tout de même un peu en fin de compte à un bon vieux donjon des familles, avec une adversité conséquente, voire plus que ça, et des courses-poursuites haletantes, théoriquement, qui ne prendront fin qu'avec le retour des PJ dans le monde de l'éveil. Ultime illustration d'un gros problème de la campagne à mes yeux, corollaire de son dirigisme marqué, la multiplication recommandée des rencontres plus ou moins en lien avec la quête principale, si j'ose m'exprimer ainsi, et des rencontres souvent tirées sur des tables aléatoires, comme s'il n'y en avait pas déjà assez comme ça, et il y en a plus qu'assez. Si ce n'est pas systématique, ouf, nombre de ces rencontres, aléatoires ou pas, peuvent dériver vers la baston pure. Non, décidément ce n'est pas votre partie lambda de l'appel de Cthulhu. C'est une aventure de fantasy plus qu'à son tour héroïque et assez old school dans son traitement, trop probablement. Et finalement pas très enthousiasmante même si Kevin Ross s'amuse avec les singularités de l'univers onirique Lovecraftien. Notant d'ailleurs que ces bien trop nombreuses rencontres peuvent s'avérer très coriaces, notamment chez Vredni Vorastor of course. En fait, cela a un impact sur les rares décisions que peuvent prendre les joueurs quand le scénario les y autorise, ou plutôt semble les y autoriser. Il y a tant d'optiques résolument suicidaires que la bonne solution, la plus raisonnable ou la moins déraisonnable, apparaît très clairement. Cela ne fait donc que renforcer le dirigisme omniprésent de la pierre onirique. Peut-on alors se passer de ces rencontres ? Probablement pour bon nombre d'entre elles, et au premier chef celles générées aléatoirement sur des tables. Mais il faut voir, parce que cela revient en même temps à déshabiller un peu vertement la campagne, à trop vouloir tailler dans le gras, on risque fort de se retrouver en face d'un navrant squelette, ce qu'est au fond la quête de la pierre onirique. Il y aurait peut-être un équilibre à trouver entre les deux, mais pour dire les choses, c'est un effort que je n'ai pas envie de fournir. Tout ça ne m'emballe pas, tout ça m'ennuie même, me fait bâiller. Et c'est peut-être dommage, oui, car il y a de bonnes idées ça et là, des rencontres amusantes exceptionnellement, et un peu plus souvent de beaux morceaux d'ambiance dans les contrées, dans l'espace, sur la Lune. Il y a quelques blagues aussi, dont une ultime par ce vilain trickster de Nyarlathotep. Disons-le, ça ne suffit pas à changer la donne, clairement pas. Même si jouer ce vilain tour aux joueurs pourra faire jubiler les plus sadiques des gardiens.
La pierre onirique, sans être à proprement parler calamiteuse, est finalement une campagne assez médiocre et qui a peut-être aussi pris un coup de vieux. Le contraste avec le sens de l'escamoteur, campagne bien plus récente et assez proche dans son point de départ, est marqué. En l'état, c'est le moins intéressant des 5 suppléments de l'édition Prestige des Contrées du Rêve. Ceux qui n'ont pas investi dans le financement participatif n'ont donc pas forcément beaucoup de regrets à avoir concernant ce bonus exclusif, qui demeure pourtant un apport bienvenu pour les autres. Même en étant une campagne globalement ratée, la pierre onirique renferme davantage de matériaux exploitables que bien des goodies, ne serait-ce que pour se poser la question, pas si simple, de ce qu'il est possible et souhaitable de faire dans les ou avec les contrées du rêve, et ce qu'il vaut mieux éviter.